Donc je vais effectivement vous parler d'un point important avant d'aborder les pathologies, c'est de savoir comment fonctionne le sommeil. Donc on va voir deux aspects. Le premier aspect, c'est l'horloge biologique, parce que le sommeil est une fonction physiologique qui est inscrite dans le temps, et l'horloge biologique est là pour marquer le temps à l'ensemble de l'organisme, et le sommeil est un point très important. Donc, qu'est-ce que l'horloge biologique? Qu'est-ce qu'on appelle une horloge biologique? En fait, l'horloge biologique, c'est ce qui va définir les rythmes circadiens. Et les rythmes circadiens, l'étymologie de circadien, c'est circa, autour, diem, un jour. Donc, c'est des rythmes qui tournent autour de 24 heures. On dit bien autour de 24 heures parce que l'horloge biologique, quand on la mesure précisément, elle n'est pas tout à fait de 24 heures. Et cette horloge biologique, elle va permettre d'assurer la synchronisation entre tous les rythmes du sommeil. Par exemple, la synchronisation entre la température du corps et le sommeil, c'est un exemple de rythmes qui sont synchronisés. Vous avez, lorsque on mesure la température à plusieurs moments dans la journée, eh bien, on s'aperçoit que lorsque la température chute, la probabilité de sommeil s'élève. C'est-à-dire que le sommeil et la température sont des rythmes qui sont dits synchronisés. Tant que tout fonctionne, c'est-à-dire que si on reste introduit dans cette alternance de jour et de nuit, eh bien, ce qu'on va constater, c'est que tous les rythmes vont être synchronisés les uns avec les autres. Donc sommeil, température, la sécrétion de cortisol, importante le matin, et qui va diminuer progressivement au cours de la nuit, la sécrétion d'hormones de croissance, donc notamment chez l'enfant c'est très important, qui va être sécrétée principalement la nuit et surtout au cours du sommeil lent profond, la tension artérielle qui va être plutôt élevée le jour et avec une diminution naturelle la nuit. Donc tous ces rythmes-là fonctionnent comme s'il y avait une sorte de chef d'orchestre, on peut l'appeler comme ça, le chef d'orchestre, l'horloge biologique est le chef d'orchestre de l'ensemble des rythmes, et il permet que chaque rythme bat selon une mesure bien précise et un tempo. Si on supprime cette horloge biologique, comment on peut le faire? C'est pas difficile, on va isoler le sujet, n'importe qui d'entre nous, on peut l'isoler, de l'exposition à la lumière, ce qu'on appelle l'isolement temporel, et de la suppression de tout repère temporel, plus de montre. Qu'est-ce qui se passe? Pendant une dizaine, une vingtaine de jours, les rythmes sont synchronisés. Mais on va se décaler. Parce que notre horloge biologique fait un peu plus que 24 heures. Chaque matin, quand on a la lumière du soleil, eh bien, on remet notre horloge biologique à jour. Mais au bout d'un certain temps d'isolement temporel, sans repère de lumière, sans repère temporel, chronologique, eh bien, tous les rythmes vont se désynchroniser. Vous allez avoir faim dans la nuit, vous allez avoir sommeil le jour, et vous allez avoir froid le jour, et tous ces rythmes-là sont désynchronisés. Quand ils sont désynchronisés, et particulièrement, on le voit chez les travailleurs de nuit, et surtout les travailleurs qui sont en 3-8, qui n'ont pas le temps de synchroniser leur horloge biologique, qui n'ont pas une alternance régulière jour-nuit, et qui finalement vont avoir une horloge biologique qui ne pourra plus donner de repères temporels à l'organisme. Donc cette horloge biologique va synchroniser tous les rythmes et principalement elle va faire en sorte que le sommeil reste toujours sur la même période. Comment est-ce qu'on peut décrire cette horloge biologique? L'horloge biologique, donc pendant longtemps, on a pensé qu'effectivement il y avait une régulation très précise des rythmes de l'organisme. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu, on a voulu savoir où était localisée cette horloge biologique et comment l'appréhender. On a constaté qu'en stimulant les sujets à la lumière, et notamment la lumière de haute intensité, dans les années 80, les expériences d'Alfred Lévy, dans les années 80, il a montré qu'effectivement, en stimulant une lumière, avec une lumière de haute intensité, un sujet sain, eh bien, on bloquait complètement la sécrétion de mélatonine. À partir de là, on s'est dit qu'effectivement, la lumière est le point de départ de la stimulation
de l'horloge biologique est la lumière. Et la lumière de haute intensité, ce qu'on appelle un synchroniseur. Et au fur et à mesure de la connaissance, eh bien, on s'est aperçu que l'hormone, la mélatonine, elle est sécrétée par une glande qu'on appelle la glande pinéale. Et au bout d'un certain nombre d'années, on a fini par localiser l'horloge biologique dans une région de l'hypothalamus, hein, donc qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. Et cette horloge biologique donc, est régie par les noyaux, est contenue donc, dans les noyaux suprachiasmatiques et avec des cellules qui sont des cellules pacemakers qui sont capables d'avoir leur propre cycle et de manière autonome. Le point de départ, on a dit, de la stimulation de l'horloge biologique, c'est la lumière. Et quand on observe la lumière, bah finalement la lumière c'est l'alternance du jour et de la nuit. Donc, il y a certaines études qui ont été faites chez des peuplades de chasseurs-cueilleurs et on s'aperçoit que ce type de population vivent au rythme de l'alternance jour-nuit. C'est-à-dire que lorsque la tombée de la nuit apparaît, ils dorment, c'est leur période de sommeil, et ils se lèvent avec le lever du jour. Si on regarde donc cette localisation de l'horloge biologique, donc quel est le système qui va sous-tendre le fonctionnement de l'horloge biologique? Eh bien, la stimulation, c'est au niveau des rétiniens. On pensait que c'était la vue. Mais en fait, on a découvert dans les années 90 ce qu'on appelle les ganglions à mélanopsine. Donc ce sont des ganglions rétiniens, c'est-à-dire qui sont tout à fait spécifiques et qui vont réagir à la lumière et principalement à la lumière bleue. Donc il y a des gammes de sensibilité en fonction de la longueur d'onde, mais la longueur d'onde du bleu est celle qui est la plus performante sur les ganglions à mélanopsine. Ces ganglions à mélanopsine sont stimulés, et sont stimulés via les voies optiques et un certain nombre un réseau parallèle neurologique, notamment qui va passer par le ganglion et qui va aller stimuler donc l'hypothalamus, qui lui va stimuler donc la glande pinéale, là où est synthétisée la mélatonine. Donc, et dès qu'on stimule à la lumière, on va bloquer la synthèse de mélatonine et on entraîne ce qu'on appelle une suppression de mélatonine. C'est pour ça que l'on dit qu'il faut plutôt dormir dans l'obscurité. Parce que lorsque l'on dort dans l'obscurité, on facilite la montée progressive de la mélatonine. Donc ce système qui constitue l'horloge biologique, on appelle ça le tractus rétino-hypothalamique. Ça n'emprunte pas les voies visuelles. Donc c'est-à-dire c'est pas la vision chromatique, c'est-à-dire la vision des couleurs, etc., qui est sous-tendue principalement par les cônes et les bâtonnets. Ça, c'est le système, donc c'est le tractus rétino-hypothalamique. Le tractus visuel, lui, passe par d'autres voies, donc géniculo-occipital. Il va aller stimuler le cortex occipital qui, lui, va donc interpréter chaque vision. Cette horloge biologique, elle est relativement stable. Et donc, elle permet la synchronisation de tous les rythmes biologiques. Eh bien, c'est une voie actuellement de recherche très importante parce qu'on s'aperçoit que l'horloge biologique est définie génétiquement par des gènes de l'horloge biologique. Et d'un individu à l'autre, ça va varier. Et ces gènes sont extrêmement sensibles et peuvent être facilement modifiés en fonction des différentes stimulations. Donc nous avons vu que le sommeil est défini par une horloge biologique, que cette horloge biologique, elle est là pour assurer la synchronisation entre tous les rythmes, c'est-à-dire de donner des repères temporels à chacun des rythmes. C'est pour ça que le matin, notre cortisol sécrété est au maximum, que le soir, notre température va diminuer et va faciliter le sommeil. On a vu que c'était porté par les voies, disons, rétino-hypothalamiques, sans que ce soit les voies visuelles. Que se passe-t-il chez les aveugles? Eh bien, chez les aveugles, quand on les laisse, il y a un certain nombre d'aveugles qui peuvent avoir, par exemple, si on prend les cécités totales, donc ces personnes qui ne voient absolument rien, les aveugles de naissance,
un certain nombre conservent leur globe oculaire et d'autres utilisent pour des raisons esthétiques des prothèses. Tant qu'ils conservent leur globe oculaire, on s'aperçoit que leur sommeil est de mauvaise qualité, mais ils se dérèglent d'une heure chaque jour. Donc il y a c'est ce qu'on appelle le libre cours. C'est comme la première phase dans l'isolement temporel, où effectivement le sommeil se décale parce que la lumière a du mal, on n'est pas suffisamment exposé à la lumière pour pouvoir se recaler. Eh bien, les aveugles, lorsqu'on enlève l'œil pour remplacer par une prothèse, eh bien, on observe une perturbation du sommeil parce que la sécrétion de mélatonine est complètement perturbée. Ce qui montre bien que ce n'est pas les voies visuelles, ce ne sont pas les cônes, les bâtonnets, mais ce sont bien les ganglions à mélanopsine qui assurent la régulation de l'horloge biologique. Donc c'est important ce point de départ visuel parce que le principe de la synchronisation de tous les rythmes physiologiques qui est défini par l'horloge biologique, eh bien le principe de synchronisation, il repose sur cette alternance jour-nuit. Qu'on voit bien chez les travailleurs de nuit, par exemple, des travailleurs de nuit fixes, qui eux vont conserver, vont inverser cette alternance jour-nuit, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont dormir, ils vont vraiment dormir dans l'obscurité, moins s'exposer à la lumière lorsqu'ils seront dans leur période de repos, eh bien on s'aperçoit qu'ils maintiennent un certain niveau de synchronisation des rythmes. Alors que ceux qui ne respectent pas et qui restent sur une alternance jour-nuit classique, comme des travailleurs de jour, eh bien, ils ont tendance à se désynchroniser. Il y a beaucoup plus de symptômes, problèmes digestifs, problèmes d'hypertension, etc. Voilà, donc nous avons vu que cette horloge biologique, elle est déterminée génétiquement. Donc, c'est un point fondamental pour comprendre le fonctionnement du sommeil. Juste pour illustrer pourquoi c'est important de comprendre le sommeil, vous avez un certain nombre de personnes donc, qui sont notamment dans l'adolescence, où on a une tendance à dormir beaucoup plus tard, donc ce qu'on appelle le retard de phase. Et parfois, ces adolescents ou ces jeunes adultes viennent nous voir en nous disant « je n'arrive pas à m'endormir ». Finalement, quand on analyse avec un outil très simple, un agenda du sommeil, on s'aperçoit qu'ils ont tout simplement une tendance à décaler leur sommeil. Donc c'est ce qu'on appelle le retard de phase. C'est plutôt une horloge biologique et c'est plutôt un profil de personnalité du soir qui ne nécessite pas l'utilisation d'un traitement somnifère ou autre qu'on pourrait confondre avec une difficulté d'endormissement. Ce qui est important, c'est de comprendre comment la physiologie du sommeil elle fonctionne. Donc qu'est-ce que c'est d'abord le sommeil? Donc je suppose que vous êtes là, pour un certain nombre d'entre vous, il doit y avoir des difficultés de sommeil. Mais le sommeil, donc, c'est d'abord un état physiologique extrêmement complexe. Donc quand on le voit d'un point de vue neurobiologique ou bien d'un point de vue électrophysiologique, le sommeil, c'est un état de conscience. On va distinguer 3 états de conscience: l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ces états de conscience, c'est important de le savoir parce que, effectivement, ces états de conscience correspondent à des états d'activation spécifiques du cerveau. Voilà. Le rythme d'excitation à l'éveil ne va pas être celui qu'on va avoir au sommeil lent profond, ni celui qu'on va avoir au sommeil paradoxal, même si on peut avoir des ressemblances. Donc, comment est-ce qu'on a défini les stades de sommeil? Eh bien, finalement, les stades de sommeil ont été définis à partir de classifications électroencéphalographiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont été définis à partir de l'analyse des rythmes cérébraux, des rythmes électriques cérébraux, donc grâce à une polysomnographie, et ils ont été classifiés en fonction des éléments que l'on voit. Donc, et principalement, les classifications électroencéphalographiques ont défini les différents rythmes pour caractériser différents stades de sommeil. Ces stades de sommeil sont caractérisés par des classifications internationales, des classifications auxquelles l'ensemble des spécialistes du sommeil et des physiologistes, des techniciens qui font les lectures se réfèrent.
Donc les stades de sommeil sont mesurés grâce à des électrodes crâniennes qu'on va mettre et qui vont mesurer le rythme cérébral au cours de la nuit. Eh bien, quand on mesure le rythme cérébral au cours de la nuit, on va distinguer donc plusieurs stades. Donc on va distinguer déjà l'éveil, qui naturellement, c'est naturel dans un sommeil d'avoir de l'éveil. Puis ensuite, on va distinguer un sommeil lent léger, stade 1, sommeil de transition, puis un sommeil de stade 2 qui va commencer à être le véritable sommeil lent, et puis un sommeil beaucoup plus profond, qui va être le sommeil lent profond, qu'on va appeler stade 3. On avait jusqu'à un certain temps l'habitude de distinguer stade 3 et 4, comme si on voulait dire que le stade 3 et le stade 4 est plus profond que le stade 3. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'on peut effectivement définir simplement le sommeil lent profond. Et puis ensuite, on va définir une bizarrerie extraordinaire qui est le sommeil paradoxal. Donc, globalement, pour simplifier, à partir de cet électroencéphalogramme, de cette classification internationale à laquelle nous tous on se réfère, on va lire l'enregistrement de sommeil, page par page, par convention, encore internationale. Les pages sont définies par une durée de 30 secondes. Donc, que se passe-t-il à l'éveil? À l'éveil, le cerveau est dans un état d'excitation tout à fait particulière. L'état d'excitation particulière dans lequel il se trouve, c'est un état de désynchronisation, avec des rythmes extrêmement rapides, et notamment, enfin extrêmement rapides, des rythmes rapides qu'on va appeler alpha. Donc ce rythme alpha va être un rythme entre 7 et 14 secondes, cycles par seconde. Lorsqu'on va entrer dans le stade 1, dans le sommeil de transition, le sommeil va être de plus en plus ralenti. On va avoir l'apparition de premiers signes qui sont le rythme θ. C'est un rythme entre 4 et 7 secondes. Ça se ralentit et le tonus va commencer également à diminuer et on voit apparaître des mouvements oculaires lents. En anglais, on appelle ça les rolling eye movements. Donc dans ce sommeil de transition, c'est un sommeil tout à fait classique qu'on observe dans le sommeil du métro, on peut dire. Là, on voit souvent des personnes qui sont comme ça, commencent à fermer les yeux. Voilà. C'est des sommeils que l'on repère lorsqu'on fait des tests de vigilance, l'apparition de stade 1, et qui sont importants pour détecter justement les sujets qui sont somnolents. Lorsqu'arrive le stade 2, alors le stade 2, probablement que ça correspond à une activation de certains réseaux neuronaux spécifiques, mais on a un signe donc, de la classification électroencéphalographique tout à fait classique. Ce signe, c'est l'apparition des complexes K et des fuseaux de sommeil. Ensuite, on va entrer dans la profondeur du sommeil lent, donc dit profond. Et là, quand on va arriver dans le sommeil lent profond, apparaissent des ondes lentes, des ondes delta, qui sont un peu plus amples, et le rythme commence à être synchronisé. Plus on va aller dans la profondeur du sommeil, et plus le cerveau va se synchroniser. Enfin, on va arriver vers le sommeil paradoxal, et ce sommeil paradoxal correspond, on l'appelle paradoxal, parce que sur le plan du tonus musculaire, il y a une atonie. Nous sommes paralysés dans ce stade de sommeil. Sur le plan électroencéphalographique, le cerveau est dans un état d'activation. Et les mouvements phasiques, qui sont des mouvements rapides, ce sont des mouvements oculaires lents, en opposition de phase. Donc c'est pour des questions de technique électroencéphalographique. Sur chaque rythme qu'on vient de caractériser, donc ces rythmes rapides, le rythme alpha, le rythme θ, l'apparition de complexes K, le sommeil lent profond, eh bien on s'aperçoit que finalement
ces rythmes vont se répéter de manière très régulière au cours de la nuit. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ces pages qu'on va lire, parce que le sommeil d'un patient qui se fait enregistrer, c'est un peu comme un livre, donc et page par page, on va avancer, et la lecture de chacune de ces pages va constituer ce qu'on appelle l'hypnogramme. Et l'hypnogramme, c'est la structure générale du sommeil, et cette structure générale, elle va être composée de cycles. Un cycle du sommeil, ça dure environ 90 minutes, et ça commence par de l'éveil, un stade 1 de transition, puis un stade 2, puis un sommeil lent profond, puis l'apparition du sommeil paradoxal. Voilà, premier cycle, puis on va avoir de nouveau un sommeil lent profond, puis l'apparition d'un deuxième sommeil paradoxal. Et comme ça va se répéter tout au cours de la nuit jusqu'au réveil. Et quand on regarde la structure d'un hypnogramme, c'est-à-dire l'architecture générale du sommeil, eh bien on s'aperçoit qu'en début de nuit, on retrouve plutôt du sommeil lent profond et des épisodes de sommeil paradoxaux courts. Et plus on va avancer dans la nuit, plus le sommeil paradoxal va s'allonger. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle du sommeil. Donc quelle est la durée, la valeur normale? Donc quand, les normes, si on peut parler de normes, globalement la latence d'endormissement, c'est-à-dire la durée, le temps que l'on va mettre pour s'endormir, c'est environ 30 minutes. Le pourcentage de sommeil lent profond, c'est 25%. Le pourcentage de sommeil paradoxal, 20%. Le pourcentage de sommeil lent léger, ça va être autour de 50%, 55%. Et puis, on va définir l'index d'efficacité du sommeil, c'est-à-dire le pourcentage de temps que l'on va dormir pendant toute la période où on est allongé. Si on est allongé 2 heures, qu'on a 2 heures de sommeil, on a 100% d'efficacité. Bon, c'est tout à fait insuffisant. Même si on a 100% d'efficacité, parce que la durée est insuffisante. C'est juste pour vous illustrer le fait la définition de cet index d'efficacité. Pour parler d'un sommeil normal, il faut qu'on ait un index d'efficacité qui va être supérieur à 90%. Comment le sommeil évolue en fonction de l'âge? En début de vie, chez le nouveau-né, le nourrisson, on a un sommeil, donc le nourrisson passe 18 heures sur 24, le nouveau-né passe 18 heures sur 24 à dormir, parfois plus. Il a une alternance de sommeil calme et de sommeil agité qui vont progressivement construire, avec la croissance, qui vont construire le sommeil lent, léger et le sommeil paradoxal. Eh bien, plus on va vieillir et plus le sommeil va s'enrichir en quelque sorte en éveil. Donc va devenir de moins bonne qualité, d'une durée moins importante. Et ce qu'on va surtout constater au cours de l'évolution, c'est que le sommeil paradoxal va rester plutôt stable. En ce qui concerne la définition du sommeil et l'organisation du sommeil, il y a une variabilité à l'intérieur d'un même individu et il y a des variabilités interindividuelles. C'est-à-dire qu'un individu peut avoir par moment des nuits de 4 cycles, des nuits de 6 cycles ensuite, et entre deux individus, il peut y avoir une différence. Donc il y a des personnes qui vont avoir 2 cycles, enfin 3 cycles, et puis d'autres qui vont en avoir 5. Voilà. Donc il y a une variabilité, c'est ce qu'on appelle la variabilité intra-individuelle et une variabilité interindividuelle. Mais ce qu'on constate, c'est que la durée de sommeil, l'architecture sommeil, elle est régie par des facteurs génétiques. Donc on a vu qu'il y avait des facteurs génétiques pour l'horloge biologique avec les dormeurs de jour, du matin, et les dormeurs du soir. Eh bien, il y a également des facteurs génétiques qui vont définir les petits dormeurs et les grands dormeurs. Pour synthétiser, on pourrait dire qu'on a vu le sommeil, sa structure électroencéphalographique et électrique, son fonctionnement, ce que c'est, les stades du sommeil, et on a vu l'horloge biologique. Eh bien, l'association des deux dans un fonctionnement optimum, qui va créer donc le bon sommeil, est indispensable et permet justement de comprendre un certain nombre de perturbations du sommeil que l'on voit chez nos patients. Et bien analyser un sommeil, c'est à la fois analyser la structure et la distribution du sommeil et l'horloge biologique. Voilà. Je vous remercie de votre attention.